Alors, bonjour tout le monde. Très content d'être devant vous pour vous présenter un dispositif d'accompagnement intitulé Démarche autobiographique en petits groupes sur le thème du rapport à l'école. Donc, je vous présente mes collègues, mes collaborateurs, amis. Donc, on a Antoine Dubé-Poitras, qui est travailleur communautaire au bureau de consultation jeunesse, un organisme communautaire autonome de la grande région de Montréal, et Mélissa Roustel, qui est aussi travailleuse communautaire dans le même organisme. Je suis François-Xavier Charlebois, professeur de travail social à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au département de psychoéducation. Je suis ancien travailleur communautaire au bureau de consultation jeunesse. Le dispositif d'accompagnement qu'on vous présente aujourd'hui, un dispositif d'accompagnement initié par un praticien du milieu communautaire dans le cadre d'une collaboration originale avec un centre d'éducation des adultes qu'on va vous présenter. Donc, c'est à titre de travailleurs communautaires que nous trois avons déployé, planifié et mis en action ce dispositif à l'automne 2019. Entre-temps, nos vies ont changé, etc. Mais à l'époque, c'est à titre de travailleur communautaire que j'étais impliqué dans cette pratique qui est aujourd'hui soumise à un regard de recherche. L'objectif de notre présentation, c'est de présenter l'expérience de la démarche autobiographique en petits groupes menée par l'organisme communautaire dans un centre d'éducation des adultes avec des jeunes en situation de raccrochage scolaire, qui sont tous donc en LGA, au premier ou au deuxième cycle. On veut illustrer le potentiel éducatif de la démarche autobiographique en petits groupes pour les jeunes en situation de raccrochage scolaire. On va vous raconter la pratique, dans le fond, qu'on a expérimentée à cette époque-là, puis on va vous présenter l'évaluation qu'on en fait, et puis les soutiens théoriques, puis en quoi on pense que c'est une pratique prometteuse. Je m'arrête brièvement sur le caractère anti-oppressif du potentiel éducatif, parce que c'est au sens de l'éducation populaire telle que pratiquée dans les organismes communautaires du Québec qu'on entend l'éducation ici, donc dans la tradition Paulo-Freire. Donc, pour nous, les jeunes en situation de rapprochage scolaire sont appréhendés comme des jeunes vivant de multiples oppressions et le dispositif d'accompagnement qu'on leur propose vise à les émanciper des oppressions vécues dans leur histoire de vie. Je pense à la parole à ma collègue, Mélissa, qui va vous présenter les éléments de contexte de cette pratique. Donc, le Bureau de consultation jeunesse a comme mission d'accompagner les jeunes de 14 à 25 ans dans leur cheminement, dans leur autonomie, finalement, et dans un but de transformation sociale. Donc, notre travail qui est guidé par différents principes d'intervention et des approches qui sont l'éducation populaire, le préjugé favorable envers les jeunes, l'approche inspirée l'approche féministe et approche tenant compte du racisme et des oppressions vécues, entre autres. Donc, c'est pas mal ce qui guide notre pratique. On a aussi des axes de travail. Je les nomme parce que pour les besoins de la présentation, on va parler surtout d'un axe en particulier. Mais on fait du travail avec des jeunes parents. On a du logement temporaire. Puis le travail de milieu qui est ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. On a aussi la vie associative qui regroupe un peu toutes nos pratiques plus globales, mais j'aimerais ça avoir plus de temps pour vous en parler, mais j'en ai pas. Donc, donc le milieu d'intervention où s'est passé le projet dont il est question aujourd'hui, il s'agit d'un centre d'éducation aux adultes qui avait déjà un groupe déjà en place. Là. On va en parler un petit peu plus tard, puis si vous avez des questions après, vous me poserez des questions. Vous n'avez peut-être pas vu en arrière, j'ai fait un clin d'œil. Donc, c'est ça, le projet a lieu dans un CEA avec des jeunes qui fréquentent le centre. Et c'est aussi un moment qui correspond avec c'est la remise de thèse, hein? La remise de thèse de François-Xavier sur le raccrochage social, puis aussi la formation de travailleurs, dont François-Xavier et Antoine à la démarche autobiographique. D'autres travailleurs aussi, mais entre autres. Donc, je vous présente la phase de planification de cette pratique-là. Donc, on a pris un temps significatif pour planifier ce qu'on allait faire avec les jeunes. En effet, un des appuis théoriques majeurs de cette pratique, c'est
mes conclusions, les découvertes que j'ai effectuées dans ma thèse. Donc, j'ai étudié les histoires de vie de jeunes adultes, 10 jeunes adultes en situation de raccrochage scolaire à Montréal, dans un centre d'éducation des adultes. Et donc, j'ai découvert que leurs histoires de vie sont ponctuées d'une série d'épreuves à différents âges de la vie. Donc, à l'enfance, l'enjeu, c'est d'acquérir une confiance de base indispensable à la vitalité psychique. Leur histoire familiale, leur histoire avec les pères ne leur a pas permis, pour la plupart, de développer cette confiance de base qui fait en sorte qu'ils sont portés relationnellement, qu'ils ont une confiance de base intériorisée dans leur propre vie psychique, qui leur permet de mener des initiatives, s'attribuer l'estime de soi, etc. Donc, je découvre ça, que leur récit sur l'enfance donne à penser qu'ils n'ont pas développé cette confiance de base. À l'adolescence, plusieurs vivent, décrochent de l'école par nécessité économique. On a vu ça dans la présentation de Mme Durando ce matin, vont expérimenter toutes sortes de transitions vers des emplois aliénants. Donc, un moratoire, vous savez, le moratoire, cette période où on ne prend pas de décision sur notre vie, on vit des explorations, une situation qui expérimente plusieurs jeunes privilégiés qui ont des ressources pour expérimenter librement différents rôles. Bon, bien, ces jeunes vont vers des emplois aliénants qui comparent à des prisons. À l'adolescence, les violences de l'enfance qu'ils ont vécues, même s'ils s'en ont affranchis de façon tout à fait créative, des fois pour s'éloigner de leur famille, s'éloigner des intimidateurs, des pères, etc., ces violences se répètent dans leur vie psychique, même si elles sont passées, elles se passent dans leur vie psychique au moment où je les rencontre, au moment de l'adolescence en fait. Ils ont une période de vie marquée par la honte. Ils disent j'ai mal agi, je me suis planté, j'échoue, tout le monde réussit l'école sauf moi. Donc, à l'entrée dans l'âge adulte, le raccrochage scolaire apparaît comme un combat pour l'émancipation, un combat pour lever la mainmise sur ces pouvoirs sociaux qui agissent sur leur vie, s'affranchir de cette position sociale dont ils veulent améliorer leur sort. Puis une épreuve persistante, c'est l'enseignement individualisé à l'éducation des adultes. On fait des constats cohérents dans le milieu d'intervention. Donc, avec les jeunes qui sont dans les groupes dont parlait Mélissa plutôt, des groupes ouverts de discussion, où on aborde toutes sortes de sujets de façon libre sur la citoyenneté. On fait des constats dans ces groupes-là, on les entend parler de leur réalité, puis ils disent qu'ils ont des sentiments de honte persistants liés à leur retard scolaire, qu'ils ont des incertitudes quant à l'avenir, des difficultés à adopter un langage qu'ils rencontrent dans leur vécu. Et pour eux, l'enseignement individualisé demeure insupportable. Ils disent qu'ils ont envie de brûler leur cahier, souffrent en silence derrière leur pupitre avec leur cahier, n'avancent pas, écoutent des séries télévisées plutôt que de se consacrer à leur contenu de formation. Ils ont des insatisfactions liées au fonctionnement de l'école. Bref, nous, on s'est toujours refusé dans le cadre de ces groupes à parler de l'école. On est un organisme communautaire dans l'école et on leur fait vivre une expérience d'apprentissage alternative, donc sur la citoyenneté, ce qui les intéresse, les manifestations au jour de la Terre, etc. Et les rapports de genre, les conflits conjugaux, etc. Et donc là, on les entend parler énormément de l'école. Donc, on choisit une méthode d'intervention, on va leur proposer d'approfondir leur rapport à l'école sans échapper les rapports sociaux, c'est-à-dire les inégalités sociales qui fondent notre mission dans l'organisme communautaire, donc développer une pensée sur les rapports sociaux en cohérence avec l'approche d'éducation populaire. On leur propose une méthode, la démarche autobiographique en petits groupes, qui nous apparaît totalement cohérente avec nos objectifs de réfléchir à soi, sans que ce soit une intervention uniquement axée sur l'individu, justement. Donc, on va développer, en même temps qu'on réfléchit à nous-mêmes, sur notre histoire personnelle avec l'école, on va développer une conscience sociale aussi, parce qu'on va le faire en groupe. Et on va se raconter mutuellement nos histoires scolaires. De sorte qu'à la fin, on leur dit, on va avoir une idée plus claire de ce que vous avez comme rapport à l'école, mais que dans le groupe, on a comme rapport à l'école, et que collectivement, les raccrocheurs ont comme rapport à l'école pour comprendre ce que c'est l'histoire scolaire des personnes en situation de raccrochage scolaire. On y voit un fort potentiel émancipateur individuel et collectif, et ça a été démontré aussi par les travaux de Daniel Desmarais. Donc, on n'arrive pas de rien. Antoine et moi avons vécu un séminaire autobiographique. On a étudié notre propre rapport, notre propre identité professionnelle. On a vécu cette démarche en 5 phases dont Antoine va vous parler. Puis, on s'inspire d'une pratique
inspirante à la boîte à lettres de Longueuil, qui a fait l'objet d'une recherche-action durant les années 2000 aussi. Donc, on élabore une structure du groupe, on invite des jeunes adultes de 16 à 25 ans à produire et analyser leur récit de vie. Le groupe tente de comprendre comment se construit le rapport à l'école dans l'histoire de vie. Nos objectifs avec le groupe, ceux qu'on leur propose, qu'on élabore ensemble, c'est de prendre conscience de l'expérience personnelle à l'école, c'est-à-dire je, prendre conscience de l'expérience du groupe, c'est-à-dire nous, et du collectif dans les centres d'éducation des adultes, c'est-à-dire nous tous. On veut aussi avec eux réfléchir à l'avenir pour répondre à leurs besoins, de se donner un espace pour donner du sens à leur projet scolaire en réfléchissant à où est-ce que je m'en vais avec ça. Les jeunes vont donner un titre à la démarche, ils vont appeler ça « Ma réalité, ta perception ». À ce stade-ci, on a observé que les jeunes s'étaient appropriés le projet parce qu'ils donnaient un titre qui était très représentatif de la méthodologie d'intervention et des objectifs. Donc, on va recruter 5 jeunes femmes âgées entre 20 et 24 ans. Leur niveau scolaire est variable de la 2e à la 4e secondaire. 2 personnes ont immigré au Canada durant l'enfance. Une personne a été placée en centre jeunesse. Une personne a subi de l'intimidation au secteur jeune. Une personne est enceinte. Une personne a 2 enfants. 3 personnes bénéficient des prestations d'emploi Québec. 2 personnes travaillent à temps partiel. 2 personnes consomment du cannabis avec assiduité. Quelques éléments pour vous aider à figurer qui sont ces jeunes avec lesquels on a mené ce projet. Donc, dans les temps, je suis fier de moi, je passe la parole à Antoine qui va vous raconter, décrire en fait les différentes phases de l'intervention, les phases de la démarche autobiographique dans le cycle. Merci FX. Donc oui, en fait, la DAPG pour son petit nom se décline en 5 phases. Première phase là, qui est une phase de familiarisation. Deuxième phase qu'on va appeler la construction théorique et méthodologique. En 3e partie, donc la production orale et écrite des récits. On passe ensuite à l'analyse collective des récits, puis en 5e partie, donc la synthèse des acquis des apprentissages. Puis à chacune des phases correspondent certains objectifs précis, puis certaines activités qui permettent d'approfondir la partie. Puis il y a aussi une durée circonscrite pour chacune de ces étapes. Donc en phase de début, ben, ultimement, ça sert à amener les participantes à se familiariser avec la démarche. Ça sert aussi à amener les participantes à développer un climat de confiance entre elles, parce que des fois, ça peut être, on sait, ça peut être assez confrontant de se livrer comme ça, de se raconter. Donc, ça permet de créer petit à petit un climat où les participants sont à l'aise à se raconter. Donc, dans les activités dans lesquelles qui accompagnent cette phase-là, on parle de contrat d'engagement dans lesquels les participantes reconnaissent le caractère sensible, confidentiel de la démarche, une lettre d'engagement éthique. Aussi des discussions sur le rapport à l'école. Donc l'idée aussi, c'est de commencer tranquillement à réfléchir à la question, puis aussi à amener les participants à faire aussi une ligne de vie pour commencer à placer très tranquillement certains moments marquants là, dans la construction de leur rapport à l'école. En bloc 2, donc construction théorique et méthodologique, on approfondit un peu plus la question de la construction du rapport à l'école. Donc, on amène aussi les participants à comprendre qu'est-ce que c'est un récit de vie, comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi ses objectifs. On les amène aussi à comprendre comment est-ce que ce récit de vie-là va être produit sans jamais encore tomber dans la production de ce récit de vie-là. On commence à placer un peu les étapes, les thématiques qui vont être étudiées, qui vont être mises sous la loupe là, au moment de faire le récit et son analyse. Donc, dans les activités là, qui sont associées au deuxième bloc, excusez, on parle des visionnements de documentaires. On parle du film Bagage ou L'école pour moi. Des petits jeux aussi qui amènent justement les jeunes à par exemple, à placer des thématiques ou à ressortir un peu des événements clés dans leur parcours de vie. Puis aussi à lire des récits de vie d'autres accrocheurs, juste pour essayer de se situer un peu dans la démarche. C'est ça, en fait,
on voit pas très bien sur les photos. On voit absolument rien sur ces photos-là. En fait, l'idée, c'est que, je vous la décris, c'est un tableau dans lequel, justement, les participantes ont été amenées à placer sur leur ligne de vie des épreuves qui étaient significatives pour elles et des bons coups. Tout aussi significatifs, qui ont été un peu déterminants, selon elles, dans la construction de leur rapport à l'école. On passe ensuite en troisième partie à raconter à la production du récit, dans le fond. Donc, on a mis les participantes à raconter leur récit de formation. Donc, dans le cas qui nous intéresse, le récit est rédigé là, par un intervenant ou intervenante du bureau de consultation jeunesse. Donc, les participantes nous racontaient leur histoire, puis nous, on le tapait. Puis ensuite, à la fin de cette étape-là, une fois que les récits sont produits, on présente les récits à l'ensemble des participants. Je vous fais la narration là, de quelques extraits du récit d'Amy, qui était une participante au projet. Donc, pour parler un peu de la période de l'enfance, quand j'étais jeune, j'ai vu comment le monde marchait, travail, dormir, école, un cycle de vie que beaucoup de monde accepte. J'avais souvent de la rage et de l'incompréhension en lien avec comment la vie marche. J'avais des insatisfactions face à la vie. Le premier souvenir de l'école, c'est que c'est une place qui t'empêche de parler, de bouger, une place qui te brainwash. Donc ensuite, pour parler de la famille à la période de l'adolescence, ma mère a toujours été là pour moi, une chance qu'elle est là. Quand j'avais 11 ans, mes parents se sont séparés. J'ai eu beaucoup de peine qui s'est transformée en rage de vivre. Dans la vie, on a besoin de ça. J'ai fait des fausses tentatives de suicide, puis une vraie. Ma mère n'était plus capable, puis je suis allée en centre jeunesse, puis en désintox. Donc, pour parler de l'école à l'adolescence, le rejet, la rage, la peur étaient présents à l'école. Je connaissais le directeur, j'ai souvent été dans le corridor. Je prenais de la drogue, je sniffais de la speed, je buvais, j'allais plus à l'école, j'ai décroché. Donc, pour parler de la situation actuelle, en tout cas au moment du récit d'Amy, moi, mon mal de vivre a toujours été là. Ça me pousse peut-être pour forcer à garder tout en dedans. C'est peut-être bon parce que sinon, j'ai peur de moi-même. Mon moi intérieur, je sais qui je suis. J'ai pas les mots, mais je le ressens. Puis finalement, pour parler de l'avenir, en fin de projet, dans 5 ans, je me vois avec mon chien en campagne avec une cabane en bois rond. Je travaillerai avec les jeunes en difficulté ou avec les animaux. J'aimerais travailler dans un centre jeunesse. J'aiderais les jeunes à trouver plus de mots. Donc, je fais juste une petite parenthèse ici pour mettre en lumière là, la richesse du récit. Ça, c'en est qu'un et des extraits. Mais ça parle aussi de ce qu'on fait comme travail au BCJ, c'est-à-dire offrir des espaces de prise de parole pour les jeunes sur divers sujets. En l'occurrence, le médium choisi, la démarche autobiographique, permettait vraiment aux jeunes d'être placés comme des experts de leur vie. En se racontant, en fait. Puis j'ai passé rapidement dans la première slide. Je suis un peu déçue de moi. D'habitude, je prends plus de temps que ça. Fait que je vais me reprendre. Donc, on parlait de préjugés favorables, on parle d'éducation populaire. Donc, pour nous, ça résonnait vraiment beaucoup, cette approche-là, avec ce qu'on fait en temps normal. Donc, ça venait vraiment de façon très claire les placer comme les acteurs de leur vie. Et en quelque sorte, quand on parle de prise de parole, comme dans ce genre de projet-là, c'est aussi une forme d'action, la parole comme action, et donc c'est une prise de pouvoir aussi sur leur vie. Là, je vous ai cité un récit, mais il y en avait plusieurs, donc après, on peut, quand on commence à collectiviser aussi les paroles, on peut s'imaginer aussi que la prise de pouvoir, elle est plus grande aussi. Fait que... Pour conclure, puisqu'il nous reste quelques secondes, oui. On va vous partager quelques éléments d'évaluation de cette démarche-là. Donc, il y a eu, malheureusement, de nombreux désistements. Donc, il y a 2 personnes qui ont écrit leur récit sans terminer la démarche. Une personne s'est retirée car la démarche faisait émerger trop de souffrance. Une personne s'est retirée pour se concentrer sur ses études avant d'accoucher. Donc, nous, on réitère l'importance de la phase de planification dans nos prochaines actions, nos prochaines expérimentations pratiques. On va vraiment beaucoup mettre l'accent sur la phase de planification. Ce sont des jeunes qui vivent énormément de précarité. On leur propose un projet qui demande de la stabilité, un engagement. Donc, doter des conditions favorables pour maximiser le potentiel anti-oppressif de ce dispositif-là. Néanmoins, les jeunes se sont écoutés, ont fait des prises de conscience individuelles et collectives, ont développé des habiletés langagières et ont été solidaires dans la prise de risque de partager leur vécu
À d'autres aussi, il y a eu des retombées très positives pour ça. Maintenant, on aimerait aller plus loin avec vous si vous avez quelques questions, bien sûr. Je suis vraiment contente que tu poses la question, merci. Je me propose pour répondre, ça vous va, les gars? Oui, donc, dans le fond, quand je faisais un clin d'œil, c'était un peu à ça que je faisais référence, c'est-à-dire que on était déjà présents dans l'école, donc c'est déjà des contacts qu'on avait avec des jeunes femmes qui participaient, pour la plupart d'entre elles, déjà dans les groupes de discussion. Donc, quand on a réfléchi à qu'est-ce qu'on fait cette année, qu'est-ce qu'on amène, puis qu'on a réfléchi à la démarche autobiographique, c'est que dans le groupe, avec ces jeunes femmes-là, on arrivait aussi à des constats, à ce moment-là, parce qu'on était souvent en non-mixte, qu'il manquait de solidarité entre les jeunes femmes, qu'il manquait de confiance entre elles aussi, quand vient le temps de se livrer, quand vient le temps de partager des expériences. Puis, au contraire, elle recherchait beaucoup plus à être avec les jeunes hommes parce que elle semblait vouloir plus leur reconnaissance à eux, c'est-à-dire être un peu plus dans la complicité avec les garçons que dans la solidarité entre elles. Puis ça a été quand même par moments problématique pour essayer de faire des groupes non mixtes. Donc pour essayer de déconstruire ça, entre autres, ça a été un des objectifs de dire, proposons cette démarche-là parce qu'on pense aussi que ça peut répondre à essayer de déconstruire. Puis là, on fait référence un peu à l'approche féministe dont on parlait tantôt parce qu'il y avait clairement quelque chose de construit au niveau de nos rapports aussi, hommes-femmes, des rapports genrés, qui fait qu'on va un peu plus faire confiance aux hommes qu'entre les femmes elles-mêmes. Là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, ça a été d'emblée de leur proposer de dire, écoutez, vous êtes déjà inscrits, vous êtes déjà dans le projet, on essaie quelque chose de nouveau, ça vous tente dessus, puis elles ont embarqué. Puis oui, c'est ça, il n'y avait pas de jeunes hommes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, mais c'est par coïncidence, c'est arrivé comme ça, que finalement, on s'est retrouvés non-mixtes. C'est sûr que dans le cas de l'expérience qu'on a vécue, seulement une participante a terminé la démarche, donc on n'a pas pu se rendre à une analyse collective. Après ça, quand le groupe se maintient dans le temps, la façon dont on fonctionne, puis après les modalités peuvent être discutées aussi selon le groupe, mais l'idée c'est de passer une espèce d'analyse en triade. Donc les gens vont être amenés à analyser le récit d'autres personnes, essayer aussi de faire une espèce d'analyse thématique de ce qui ressort dans leur propre récit, puis dans le récit des deux autres personnes qui vont analyser. Donc après ça, c'est d'essayer de trouver est-ce que la façon dont ces thématiques-là sont traitées de la même façon ou est-ce qu'il y a des différences, après ça de dégager, est-ce qu'il y a des convergences entre des événements ou est-ce qu'il y a des convergences qui mènent à telle ou à telle situation. Donc ultimement après ça, ça permet de se dégager de se dire tel événement s'est produit dans ma vie, mais c'est plus grand que moi, donc ça me dépasse, donc ça permet ultimement de collectiviser le vécu de chacun. Je leur demande la question simple, qu'est-ce que vous avez compris à l'écoute du récit de l'autre? Ils se dégagent des thèmes, et nous, on prend des notes, évidemment, on les accompagne, donc on note les thèmes communs pour construire une représentation collective du rapport à l'école des jeunes adultes en situation de raccrochage scolaire. Et avec ça, s'ils veulent bien, les jeunes, avec ça, nous, on avait des projets pour aller plus loin aussi, pour intervenir auprès des commissions scolaires, de l'équipe école, des médias, de théâtraliser ces récits s'ils veulent bien. Donc, bien sûr, s'il reste de l'énergie. J'ajouterais juste très brièvement que c'est le travail qu'on fait aussi dans les groupes de discussion, c'est d'être un peu alerte à ce genre d'enjeux-là qui puissent popper dans les groupes, par exemple, des vécus de racisme ou des vécus d'autres oppressions, en fait. Fait que là, c'est sûr qu'on avait une méthode un peu plus structurée qui nous aurait permis peut-être de soulever différemment ou de structurer différemment dans la collectivisation de ces oppressions-là. Mais c'est quelque chose en tant que travailleur communautaire qu'on est amené à, quand on parle de collectivisation de la parole, c'est un peu ce qu'on fait. Donc c'est sûr que ça aurait été cool de pouvoir le faire dans ce projet si elles avaient tous poursuivi.